Le, le régime juridique des ordonnances prévu à l'article 38 de la Constitution a fait l'objet de décisions du Conseil constitutionnel et du Conseil d'État très importantes ces derniers mois, en 2020. L'objet de cette vidéo est de rappeler cette jurisprudence. L'article 38 de la Constitution permet au gouvernement d'intervenir dans le domaine de la loi par la voie d'ordonnance. Je vous donne l'article 38. Le gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnance, pendant un délai déterminé, un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État. Elles entrent en vigueur dès leur publication, mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d'habilitation. Elles ne peuvent être ratifiées que de manière expresse. À l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif. Voilà l'article 38 de la Constitution. Alors, il y a des dispositions de cet article que vous avez vues dans un cours de droit constitutionnel. Vous avez vu notamment le débat sur la possibilité pour le président de la République de ne pas signer les ordonnances. Le problème s'est posé lors de la première cohabitation, puisque l'article nous le dit, les ordonnances sont prises en Conseil des ministres. Or, c'est le président de la République qui préside le Conseil des ministres. Et voilà, le différend politique né à l'occasion de la première cohabitation en 1986 a reconnu au président de la République un pouvoir d'appréciation et il peut ne pas signer l'ordonnance. La révision constitutionnelle de 2008 a également apporté une modification, c'est l'alinéa 2 que je viens de vous dicter, que je viens de vous rappeler. Les ordonnances ne peuvent être ratifiées que de manière expresse. Auparavant, il y avait la possibilité de ratification implicite si le législateur intervenait dans le domaine visé par l'ordonnance, même sans la ratifier expressément. Eh bien, le fait qu'il soit intervenu dans ce domaine impliquait qu'il avait ratifié implicitement, sans le dire, l'ordonnance. Ce n'est plus possible puisque l'article 38, depuis la révision constitutionnelle de 2008, nous dit que la ratification ne peut intervenir que de manière expresse. Donc, de quoi s'agit-il, Nous avons donc le vote d'une loi du Parlement qui habilite le gouvernement à intervenir dans le domaine législatif. Pendant la durée de cette loi d'habilitation, le gouvernement donc prend des ordonnances qui interviennent dans le domaine législatif. À la fin du délai fixé par la loi d'habilitation, le gouvernement perd son pouvoir d'intervenir. Si la loi d'habilitation lui donne 18 mois pour intervenir, eh bien, passé 18 mois, il ne peut plus intervenir. Et intervient ensuite une loi de ratification, en vertu de laquelle le Parlement ratifie, approuve ce qui a été fait, constate que les ordonnances sont bien intervenues dans le domaine qui avait été prévu par la loi d'habilitation. Tant que la loi de ratification n'a pas été votée, les ordonnances sont des actes administratifs. Et donc c'est ça la question qui a fait l'objet de décisions du Conseil constitutionnel et du Conseil d'État, c'est en 2020, c'est quel est le contrôle qui va s'exercer sur l'ordonnance alors que le délai d'habilitation a expiré et que l'ordonnance n'a pas encore été ratifiée. Dans ce délai donc. Je vous disais, tant que l'ordonnance n'est pas ratifiée, c'est un acte administratif susceptible d'être contrôlé par le juge administratif. Elle peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir puisque c'est un acte administratif. Elle n'a pas encore fait l'objet d'une loi de ratification. Passé le délai d'habilitation, le Premier ministre ne peut plus faire droit à une demande d'abrogation de l'ordonnance. Nous avons vu dans le cours que l'autorité administrative qui a pris un acte peut être saisie d'une demande d'abrogation de cet acte. Eh bien, si le délai d'habilitation qui avait été fixé par la loi d'habilitation a expiré,
La loi d'habilitation a fixé un délai de 1 an et demi et nous sommes 2 ans plus tard. Le Premier ministre ne peut pas faire droit à une demande d'abrogation de l'ordonnance en cause, s'il est intervenu dans le domaine législatif, puisqu'il a perdu son domaine, son droit, sa compétence pour intervenir dans ce domaine, puisque l'ordonnance, puisque le délai fixé par la loi d'habilitation a expiré. Plus récemment, le Conseil constitutionnel, a jugé qu'il pouvait être saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité, d'une QPC, contre une ordonnance non ratifiée, passé le délai d'habilitation. C'est une décision du Conseil constitutionnel du 3 juillet 2020, rendue donc sur QPC, Conseil constitutionnel 3 juillet 2020, numéro 2020-851-852. Le Conseil constitutionnel indique qu'il peut être saisi d'une QPC contre une ordonnance non ratifiée, donc elle n'est pas encore une loi, sachant que naturellement le délai d'habilitation a cependant expiré. Et le Conseil d'État s'est aligné sur cette jurisprudence nouvelle, c'est la nouveauté. C'est un arrêt du Conseil d'État, on peut citer un arrêt du Conseil d'État du 28 septembre 2020, c'est la requête numéro 441 059. Jusqu'ici, le Conseil d'État avait jugé que l'ordonnance non ratifiée, la loi de ratification n'a pas été votée, l'ordonnance non ratifiée ne pouvait pas faire l'objet d'une QPC. Donc le Conseil d'État traitait l'ordonnance comme un acte administratif, et un acte administratif ne peut pas faire l'objet de QPC. C'est un arrêt du Conseil d'État du 13 juillet 2016, Conseil d'État 13 juillet 2016, Syndicat national des entreprises, des loisirs, marchands et autres. C'est sur cette solution donc que revient la décision du Conseil constitutionnel que je viens de citer, la décision du Conseil constitutionnel du 3 juillet 2020. Alors il y avait eu une première décision du Conseil constitutionnel qui annonçait l'évolution. C'est une décision, là aussi rendue sur QPC, décision du Conseil constitutionnel du 28 mai 2020. Conseil d'État 28 mai 2020, numéro 2020-845, association Force 5. Vous trouverez notamment un commentaire de cette décision dans la RFDA, Revue française de droit administratif 2020, page 887, note de M. Barthélémy. Alors, quelques mots sur cette décision du Conseil constitutionnel du 28 mai 2020. L'article 7 de la Charte de l'environnement dispose, c'est la Constitution, donc l'article 7 de la Charte de l'environnement dispose que toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement. Toute personne a le droit, donc dans les conditions et les limites définies par la loi, c'était ça le problème, donc d'accéder aux informations relatives à l'environnement et de participer à l'élaboration des décisions environnementales. Donc des associations soutenaient dans cette affaire jugée par le Conseil constitutionnel le 28 mai 2020, des associations soutenaient qu'un article du Code de l'énergie ne respectait pas cette exigence qu'une loi fixe les modalités d'accès des citoyens à l'information environnementale, telle qu'elle est prévue à l'article 7 de la Charte de l'environnement. Une loi ne prévoyait pas n'était pas intervenue. Et le Conseil constitutionnel écarte l'argument car il constate qu'une ordonnance a inséré dans le Code de l'environnement un article L120-1-1, donc une ordonnance a inséré dans le Code de l'environnement un article L120-1-1 qui apporte cette garantie d'accès donc des citoyens à l'information environnementale. Certes, l'ordonnance, qui est, je crois, de 2015 ou 2013, je ne sais plus, cette ordonnance n'a pas été ratifiée, même si un projet de loi de ratification a été déposé. Mais cette loi de ratification n'a pas été votée. Mais le Conseil constitutionnel tire argument qu'à l'expiration du délai d'habilitation, l'ordonnance ne peut plus être modifiée que par la loi. Je vous l'ai dit tout à l'heure, passé le délai d'habilitation, le gouvernement ne peut plus modifier
une ordonnance intervenue dans le domaine de la loi. Donc le Conseil constitutionnel tire argument de ce fait pour dire que, pour juger que l'ordonnance, même non ratifiée, doit être considérée comme une disposition législative, même si elle n'a pas été ratifiée. Donc l'exigence d'une loi posée à l'article 7 de la Charte de l'environnement est respectée. Il y a bien une disposition législative qui résulte certes d'une ordonnance non ratifiée, mais que le Conseil constitutionnel assimile à une disposition législative en se fondant notamment sur le fait que le gouvernement ne peut plus la modifier puisque nous ne sommes plus dans le délai d'habilitation. Et cette décision donc, du Conseil constitutionnel du 28 mai 2020 doit être complétée par une autre décision du Conseil constitutionnel du 3 juillet 2020, là encore rendue sur une question prioritaire de constitutionnalité. Et voilà ce que dit le Conseil constitutionnel. Je cite le passage le plus important. Si les dispositions d'une ordonnance acquièrent valeur législative à compter de sa signature lorsqu'elles ont été ratifiées par le législateur, elles doivent être regardées dès l'expiration du délai de l'habilitation et dans les matières qui sont du domaine législatif comme des dispositions législatives au sens de l'article 61-1 de la Constitution. C'est l'article relatif à la QPC. Leur conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit ne peut donc être contestée que par une question prioritaire de constitutionnalité. Voilà le passage important. Donc une ordonnance, passé le délai d'habilitation, alors même qu'elle n'a pas été ratifiée, est une disposition législative au sens de l'article 61-1, et si un justiciable souhaite soutenir que l'ordonnance porte atteinte à des droits et libertés garantis par la Constitution, il doit le faire par la voie de la question prioritaire de constitutionnalité. Donc il ne peut plus le faire selon le Conseil constitutionnel, dans cette décision, par un recours pour excès de pouvoir et de demander l'annulation de l'ordonnance. Non, il doit, devant le juge ordinaire, soutenir que l'ordonnance non ratifiée, mais nous ne sommes plus dans le délai d'habilitation, est une disposition de caractère législatif. Il doit soutenir et il doit la contester dès lors qu'il s'agit de droits et libertés garantis par la Constitution au travers d'une QPC. Pourquoi est-il question de droits et libertés? Parce que je vous rappelle que dans la révision constitutionnelle de 2008, il est possible de contester une loi, ou plus précisément une disposition de caractère législatif, non pas à l'égard de n'importe quel article de la Constitution, mais seulement par rapport aux droits et libertés garantis par la Constitution. Donc là, le Conseil constitutionnel applique la même règle, il dit voilà, si celui qui souhaite contester une ordonnance non ratifiée, qui a encore donc la valeur d'un acte normalement administratif, en tout cas c'est ce qui a été jugé jusqu'ici, elle ne peut être contestée que par la voie d'une QPC. Cette évolution de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, auparavant on estimait que quand une ordonnance n'avait pas été ratifiée, c'était un acte administratif, elle ne pouvait être contestée qu'au travers d'un recours pour excès de pouvoir. Cette évolution du Conseil constitutionnel a été facilitée par le fait que l'article 61-1 qui institue la QPC ne dit pas que la QPC est possible contre une loi, mais contre une disposition législative. Donc, l'ordonnance non ratifiée n'est pas une loi, ça c'est certain, elle ne le deviendra que lorsqu'il y aura eu loi de ratification, mais puisque l'ordonnance intervient dans le domaine de la loi, on peut considérer, c'est ce qu'a fait le Conseil constitutionnel en tout cas, qu'il s'agit d'une disposition législative au sens de l'article 61-1. Le Conseil d'État devait répondre à cette nouvelle jurisprudence du Conseil constitutionnel. Sa réponse s'est faite en deux temps. Le Conseil d'État, dans un arrêt du 1er juillet 2020, arrêt du Conseil d'État du 1er juillet 2020, Conseil national de l'ordre des architectes, c'est la requête numéro 429 132. Vous trouverez l'arrêt commenté à l'AJDA 2020, page 2266. C'est une note de M. Valentin Lamy. Donc, dans cet arrêt, le Conseil d'État rappelle qu'il est compétent pour connaître d'un recours pour excès de pouvoir contre une ordonnance non ratifiée, même après l'expiration du délai d'habilitation. Ça, c'est sa jurisprudence classique, depuis la Troisième République.
même s'il ne s'agissait pas d'ordonnance à l'époque. Dans un second temps, toutefois, le Conseil d'État, donc dans un autre arrêt, qui est un arrêt du 28 septembre 2020, Conseil d'État 28 septembre 2020, numéro 441 059, le Conseil d'État indique que, s'agissant d'une ordonnance non ratifiée et passé le délai d'habilitation, eh bien, si le justiciable soutient que l'ordonnance méconnaît des droits et libertés garantis par la Constitution, c'est à ce titre que le justiciable veut obtenir l'annulation de l'ordonnance, il devra le faire par la voie de la question prioritaire de constitutionnalité. Donc, par cet arrêt du 28 septembre 2020, le Conseil d'État s'aligne sur la jurisprudence du Conseil constitutionnel que je viens de citer. Il résulte de tout cela donc que l'ordonnance non ratifiée, passé le délai d'habilitation, et l'ordonnance qui est intervenue dans le domaine de la loi, peut faire l'objet d'un contrôle différencié. Si le justiciable conteste l'ordonnance parce qu'elle méconnaît des droits et libertés garantis par la Constitution, il doit le faire par la voie de la QPC. Si le justiciable soutient que l'ordonnance est illégale et contraire aux normes supérieures parce qu'elle viole une convention internationale, un traité ou un principe général du droit, alors il devra le faire par la voie du recours pour excès de pouvoir contre cette ordonnance, et le contrôle reposera sur le Conseil d'État qui est compétent pour connaître en premier et dernier ressort des ordonnances. Ça ne va pas toujours être facile, ce choix de la bonne direction. Est-ce que je conteste l'ordonnance à l'égard de droits et libertés garantis par la Constitution ou par rapport à des principes généraux du droit ou des traités internationaux? Pas toujours facile parce que nous avons vu dans le cours que il y a des principes généraux du droit découverts par le Conseil d'État qui sont devenus des principes constitutionnels. Quand le justiciable invoque la légalité, est-ce qu'il invoque la Constitution ou est-ce qu'il invoque un principe général du droit? Eh bien, le Conseil d'État est conscient de cette difficulté et il la révèle dans un arrêt d'Assemblée du 16 décembre 2020, il y a quelques jours. Conseil d'État, Assemblée, 16 décembre 2020, numéro 440 258. Et voilà ce que dit le Conseil d'État. Il dit « Le requérant a le choix des moyens qu'il entend soulever, en particulier lorsque des principes voisins peuvent trouver leur source dans la Constitution, dans des engagements internationaux ou dans des principes généraux du droit. » Que se passe-t-il si donc le justiciable soutient que l'ordonnance doit être annulée parce qu'elle est contraire à des principes constitutionnels, à des traités ou à des principes généraux du droit? À défaut de précision quant à la source du principe invoqué, le justiciable n'a pas dit voilà, l'ordonnance est contraire au principe d'égalité, mais il ne dit pas s'il se fonde sur un principe général du droit ou sur un principe constitutionnel. Donc à défaut de précision quant à la source du principe invoqué, il appartient au juge d'opérer son contrôle au regard de la norme de référence la plus conforme à l'argumentation dont il est saisi et à la forme de sa présentation. On verra ce que recouvre précisément cette expression. Par exemple, il y a des cas où il n'y a pas de problème. Si par exemple le justiciable soutient que l'ordonnance doit être annulée parce qu'elle méconnaît le principe de non-rétroactivité des actes administratifs, c'est assez simple. Il n'y a pas de QPC, puisque le principe de non-rétroactivité des actes administratifs n'est qu'un principe général du droit. Ce n'est pas un principe constitutionnel. Donc on ne peut pas se placer sur le terrain de la QPC, ce n'est pas possible. En revanche, comme je vous le disais, si le justiciable invoque la liberté d'entreprendre, liberté du commerce et de l'industrie pour le Conseil d'État qui est un principe général du droit, liberté d'entreprendre pour le Conseil constitutionnel, là, le choix de la voie à choisir, de la voie à emprunter est plus difficile. Une fois qu'elle a été ratifiée par le Parlement, l'ordonnance devient incontestable devant le juge administratif, solution d'ailleurs que le Conseil d'État confirme dans cet arrêt du 16 décembre 2020 que je viens de citer. L'ordonnance ne peut plus être contestée que alors par la voie de la QPC, une fois qu'elle a été ratifiée. Quand le juge administratif est saisi d'un recours contre une ordonnance, et qu'il est compétent, donc on n'est pas dans les droits et libertés garantis par la Constitution, le juge administratif vérifiera bien sûr que l'ordonnance respecte la loi d'habilitation. Il ne faut pas dépasser ce que le Parlement a autorisé le gouvernement à faire. Donc c'est la première vérification à faire.
Il vérifiera ensuite le respect des règles que la Constitution impose au législateur lui-même, mais pas s'il s'agit de droits et libertés garantis par la Constitution, puisque là on entre dans le domaine de la QPC. Enfin, puisqu'il s'agit toujours d'actes administratifs, le Conseil d'État vérifiera que l'acte ne méconnaît pas, que l'ordonnance ne méconnaît pas les principes généraux du droit. Ça a été contesté par certains, notamment par Louis Favoreu, qui disait, voilà, l'ordonnance intervient dans le domaine législatif, les principes généraux du droit sont en dessous de la loi, il n'y a pas de raison que le gouvernement, quand il se comporte, quand il intervient dans le domaine législatif, soit tenu de respecter les principes généraux du droit qui sont en dessous de la loi. Ce n'est pas la solution qu'a retenue le Conseil d'État. Le Conseil d'État juge que les ordonnances doivent respecter les principes généraux du droit, sauf si la loi d'habilitation a autorisé le gouvernement à déroger aux principes généraux du droit. Mais s'il n'a rien dit, eh bien les ordonnances doivent respecter les principes généraux du droit. Ça résultait d'ailleurs déjà des conclusions de M. Théry, T-H-E-R-Y, sous un arrêt du 24 novembre 1961, Fédération nationale des syndicats de police. Voilà, je crois que voilà dans les grandes lignes, donc l'évolution du contrôle sur les ordonnances opérées par ces décisions du Conseil de 2020 et ces arrêts du Conseil d'État. Donc la grande nouveauté, c'est que une fois que l'ordonnance passait le délai d'habilitation donné par le Parlement, voté par le Parlement, et avant que l'ordonnance ne soit ratifiée, eh bien le contrôle sur l'ordonnance est différencié. Si le justiciable invoque des droits et libertés garantis par la Constitution, il ne peut contester l'ordonnance que par une QPC, parce que c'est une disposition de caractère législatif au sens de l'article 61-1. Si le justiciable invoque une violation des traités ou des principes généraux du droit, nous sommes dans le cadre du recours pour excès de pouvoir classique, et c'est le Conseil d'État qui opérera le contrôle. Voilà l'apport des décisions que je viens de commenter.